Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Tout est fin prêt pour le départ de nos casques bleus en République centrafricaine dans le cadre de la force onusienne de maintien de la paix. Hier, le bataillon sélectionné pour cette mission a été salué une dernière fois par le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, dans sa base à Ouadénag. Ce bataillon plutôt composé d'officiers, sous-officiers et soldats relevant de l'armée nationale a subi un entraînement intensif destiné à bien le préparer pour mener sa mission en République centrafricaine. Compte rendu de Rabi Aded. Les forces armées nationales ont pour mission d'assurer la défense du territoire national, le maintien de l'ordre et le respect des lois. Parallèlement à ces missions, notre pays compte envoyer ces jours-ci un bataillon des armées qui représentera notre pays au sein de la force onusienne de maintien de la paix en République centrafricaine. L'envoi de ce bataillon concrétise l'engagement de la Mauritanie à contribuer aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité internationale, et notamment dans le continent africain. Ce bataillon est composé de 750 éléments répartis ainsi: 68 officiers, 221 sous-officiers et 461 soldats. Ces éléments ont reçu une formation rigoureuse de 1 an dans toutes les disciplines militaires liées à la spécialisation des forces de maintien de la paix, formation prodiguée par des militaires mauritaniens et étrangers. Ils partiront sur le terrain prêts à faire face à toute menace. En effet, ce bataillon bénéficie de voitures 4x4 blindées qui leur permettront d'être à l'abri d'éventuels tirs. D'un centre de santé de type A entièrement équipé qui sur le terrain sera apte à prodiguer tous les soins nécessaires en cas de besoin. L'envoi de ce bataillon permettra de marquer la présence de plus en plus remarquée et sans précédent de la Mauritanie aux opérations de maintien de la paix. Suite et fin de la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans la wilaya du Brakna. La dernière étape de cette tournée d'information sur l'avancement des projets en cours de réalisation était à Makta al-Hajar, Sangrava et Bogué. Bakaba est là-bas. C'est à Sangrava où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Sidi Oulzain, s'est informé sur le degré d'avancement, d'extension et de modernisation de la ville de Sangrava. Et il était accompagné du Wadi d'Ibrakna, M. Abdrahman al-Khatri, et les autorités administratives et sécuritaires. Et le contact s'est fait avec les citoyens qui constituent les premiers bénéficiaires de ce projet. Un projet qui permettra à ces mêmes citoyens d'avoir des habitats décents dotés de services de base comme l'eau, l'électricité, d'infrastructures éducatives ou sanitaires. Autre étape, Makta al-Hajar, là aussi le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a été édifié sur l'état d'avancement du projet d'extension de cette ville ainsi que la réalisation d'édifices à vocation administrative et sécuritaire. Des projets réalisés par l'AMEXTIP. L'objectif est de doter les administrations locales d'infrastructures permettant de rapprocher ces mêmes administrations aux citoyens. Autre étape au Brakna, la ville de Bogué. Sur place, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire s'est informé sur l'état d'avancement de la construction d'édifices administratifs ainsi que la réalisation de l'hôpital départemental de Bogué. Ainsi, il a été édifié sur les phases de réalisation du projet, les moyens permettant de les accélérer et sur les importants avantages qu'offrira l'hôpital départemental de Bogué, dont la capacité d'accueil est de 50 lits. Le coût global du projet est estimé à 800 millions de guillas, mobilisés sur les ressources propres de l'État. La supervision des travaux est assurée par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, tandis que l'exécution est confiée à l'AMEXTIP. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire s'est également rendu au chantier de construction du nouveau stade de Bogué, qui a une capacité d'accueil de 1000 places. Un stade qui permettra à la jeunesse boguéenne de pratiquer plusieurs disciplines sportives, notamment le football. Et à l'issue de ces visites, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Sidi Oulzain, a donné des instructions aux superviseurs des chantiers pour qu'ils respectent les cahiers de charges et la qualité des normes. Il les a exhortés à faire preuve de sérieux dans le travail et à servir les citoyens.
Ici à Nouakchott, la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Mme Khadijatoun Mbarakfal, a décoré des fonctionnaires de son département au nom du président de la République, Aminata Kane. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines et africaines et des Mauritaniens établis à l'étranger, Khadijatoun Mbarakfal, a décoré aujourd'hui au nom du président de la République, Mohamed Ahmed Mahfouz, ambassadeur à Tunis, chevalier. Abbas Cheikh Nabas, ministre plénipotentiaire, chevalier. Mohamed Salek Brahim Ahmed Benamou, directeur de la communication, chevalier. De la médaille de reconnaissance, Mohamed Ahmed Dad, chef de service Afrique Ouest. Souedat Ahmed Bowa, chef de service au cabinet du ministre. Après la cérémonie de décoration, la ministre a pris une photo de famille en présence du secrétaire général et des cadres du ministère. Les employés de la Banque centrale de Mauritanie n'étaient pas en reste. M. Abdelaziz Ould-Dahi, gouverneur de la BCM, a décerné au nom du président de la République des médailles à certains parmi eux. Il s'agit de M. Edman Brahim Mokhtar, directeur général des affaires administratives et logistiques, et M. Dieng Adama Boubou, directeur général du contrôle bancaire, décorés tous les deux de la médaille de chevalier de l'Ordre du mérite national, et Mme Zahra Sabbar, inspectrice à la direction générale du contrôle bancaire, bénéficie de la médaille d'honneur première classe. Les rideaux sont tombés à Néma sur la première édition du Festival de la résistance militaire et culturelle et des personnalités scientifiques. Pendant 3 jours, la capitale du Houd Sharqi a vécu au rythme de ce festival émaillé par des activités culturelles, artistiques et sportives, ainsi que des conférences sur le rôle de la résistance sous toutes ses formes. Mohamed Zamzam. Durant Néma, capitale de la wilaya du Houd Sharqi, a vécu au rythme du festival de la résistance intellectuelle et militaire et les personnalités scientifiques. Les différents stands ont abrité des expositions de plusieurs articles qui constituaient à l'époque le déguisement des héros de la résistance nationale, ont été passés en revue par les participants. Des exposés riches et variés ont été également présentés par des grands cadres sur l'œuvre des grands hommes qui ont lutté pour défendre les couleurs nationales de notre pays. Clôturant les travaux de ce festival, le wali adjoint du Houd Sharqi a rappelé l'importance de cette manifestation qui a permis au grand public du Houd Sharqi d'être informé sur l'histoire des grands hommes qui ont combattu le colonialisme, avant de souligner l'impact économique de ce genre de rencontre. De son côté, Dr Matchen Moutbakar a prononcé une allocution dans laquelle elle s'est félicitée en tant que présidente du festival de la réussite de cette rencontre. Elle a par ailleurs remercié les cadres et professeurs qui ont animé les débats et la presse pour la parfaite couverture médiatique du festival. La clôture du festival a donné lieu à la distribution de plusieurs prix et distinctions remises à certaines grandes figures de la résistance nationale en guise de reconnaissance du rôle joué dans la lutte contre le colonialisme afin que la Mauritanie recouvre son indépendance. D'autres équipes de la Fédération nationale du tir à la cible ont reçu des prix symboliques remis par les responsables du Festival de la résistance intellectuelle et militaire, première édition. Nous allons à présent parler du climat. C'est un paradoxe, mais c'est un hiver chaud qui sévit ces jours-ci sur la quasi-totalité du pays. Le jour, les températures peuvent aller jusqu'à 35 degrés et descendent d'à peine quelques degrés le soir. Cette situation a ses revers, mais aussi ses avantages. Mohamed Emel Bakar. Ces couvertures ont du mal à trouver des acquéreurs. Pourtant, à pareille époque, c'est-à-dire en période d'hiver, cette marchandise est très sollicitée. Mais fait inédit à Nouakchott cette année, c'est un hiver chaud qui s'est installé en lieu et place de l'hiver. Un manque à gagner pour ce commerçant qui déclare que les ventes de couvertures cet hiver n'ont rien en commun avec celles de l'année dernière. Ce ne sont pas seulement les couvertures qui sont ignorées, les vêtements chauds subissent le même désintéressement de la part des clients aux grandes dames des revendeurs qui s'étaient préparés pour la circonstance. La préférence reste donc pour les habits légers
plus adapté à la chaleur qui sévit ces jours-ci. Nous pensions, dit ce commerçant, que le froid allait s'installer comme à l'accoutumée. Et nous nous étions préparés à cette éventualité pour écouler le maximum de notre marchandise. Mais cela n'a pas été le cas en raison du changement climatique. Mais à toute chose, malheur est bon, dit-on. L'hiver chaud a tout de même un avantage sur le plan sanitaire. Des pathologies comme les maladies pulmonaires et nasales, récurrentes à pareille époque, sont presque inexistantes de l'avis même de ce pharmacien qui affirme que les ventes des médicaments liés au traitement de ces maladies connaissent une régression. Sur le plan météorologique, les experts expliquent cette situation par les vents sud qui prédominent sur la moitié de la planète Terre. L'influence de ces vents entraîne une vague de chaleur. Il appelle tout de même à la prudence, car une telle situation peut changer à tout moment. L'actualité internationale en bref et en images, marquée en Palestine par les funérailles de nouveaux martyrs, la violence au Pakistan, le dernier discours de Barack Obama sur l'état de l'Union. Malika Naqli. En Palestine, 5 martyrs tués par les forces d'occupation dans certaines villes de la Cisjordanie ont été inhumés aujourd'hui. Des milliers de Palestiniens ont accompagné les martyrs à leur dernière demeure. Parmi ces tués figure un détenu libéré seulement hier après 3 mois de détention dans les geôles sionistes. Barack Obama a exhorté l'Amérique à ne pas céder à la peur face aux turbulences économiques comme à la menace du groupe État islamique qu'il a appelé à ne pas surestimer. À l'attention de ses adversaires qui dénoncent l'absence de véritable stratégie face à l'EI, M. Obama met en garde à la tribune du Congrès contre les déclarations excessives selon lesquelles il s'agirait de la Troisième Guerre mondiale. Elles font le jeu des djihadistes, a-t-il averti. Ce rendez-vous traditionnel était pour le 44e président des États-Unis la dernière occasion de s'adresser aux Américains en prime time avant que Washington et le reste du pays ne basculent complètement dans une véritable frénésie électorale. Un kamikaze a tué 15 personnes devant un centre anti-polio dans le sud-ouest du Pakistan dans une attaque revendiquée par les talibans et qui a pris pour cible une campagne de vaccination qui venait de démarrer dans ce pays où la maladie reste endémique. La plupart des victimes sont des policiers. Les policiers étaient en train de se réunir devant le centre afin d'accompagner les vaccinateurs à l'occasion de la 3e journée d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite dans le Baloutchistan, province instable dont Quetta est la capitale. Le groupe État islamique, dont des combattants se sont implantés dans l'est de l'Afghanistan ces derniers mois, a revendiqué l'attaque qui a fait 7 morts mercredi et qui visait le consulat pakistanais de Jalalabad, grande ville afghane proche de la frontière du Pakistan. Et voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Nos casques bleus de la force onusienne de maintien de la paix en Centrafrique s'apprêtent à quitter le pays après avoir achevé un entraînement lié à leur mission. Le ministre de l'Habitat achève une tournée d'information au PRACNA sur l'avancement des projets en cours d'exécution et exhorte les entreprises à respecter le cahier de charges. Au Pakistan, un attentat contre un centre anti-polio revendiqué par les talibans fait 15 morts. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.